Bonsoir, nous avons le plaisir pour cette rencontre au Presse Club d'avoir quelqu'un qui est un éditorialiste de la plume, du dessin, de la tablette, avec Jean Plantu. Je remercie de venir nous présenter le dernier né, 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter aux éditions du Seuil, qui est un ouvrage alors un peu particulier parce que c'est un album de Plantu à n'en pas douter. Parce que c'est l'année écoulée, donc on retrouve l'actualité, on retrouve les séquences, les moments forts, et on s'aperçoit d'ailleurs en le parcourant que l'année a été riche et qu'à chaque fois on a un témoignage de l'œil du dessinateur, de l'œil du journaliste, et il a la particularité, cet ouvrage, d'avoir également une séquence avec Dalil Boubaker, donc, qui est le recteur de la mosquée de Paris. Alors, ce n'est pas une explication de texte, on a l'impression que le dessinateur a profité, j'allais dire, de son statut de dessinateur pour se dire, après tout, j'ai la chance de rencontrer un théologien, quelqu'un qui travaille justement, et donc je vais lui poser des questions qui me tiennent à cœur. Et donc, ça ne vient pas expliquer, parce qu'il ne s'agirait pas d'expliquer les dessins, enfin ceux qui sont consacrés à la religion, mais ça vient quand même sous-tendre une réflexion, et peut-être ça approfondit encore davantage. Même si le dessin est déjà un art d'expression profond en lui-même, on sent le complément apporté par cet entretien. Et d'ailleurs, il y a, alors j'ose pas dire un clin d'œil, mais une séquence terminale avec Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, et qui je trouve ça clôt la séquence. Alors c'est très court, mais qui clôt la séquence pour là aussi. Alors même si après on verra, est-ce que c'est un livre qui se consomme de manière linéaire, pas certain. Mais par contre, la lecture en préambule de cet entretien est intéressante parce qu'effectivement, elle crée un climat. Voilà, elle crée une atmosphère. Vous avez tout compris. Voilà, donc quelques mots déjà pour ce qui a conduit votre décision d'avoir cet accompagnement en ouverture de l'ouvrage. Eh ben, en fait, ça s'est fait tout simplement en parlant et en discutant aux éditions du Seuil. Je me souviens que je leur disais « Ah, j'aimerais bien poser des questions à des intellectuels. Voilà. Et puis, vous voyez, par exemple, ça, c'est le dessin que j'ai fait au tout début. Je disais, ça serait bien qu'on puisse réagir. Et puis, au début, ça devait s'appeler 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter en public. Et puis, j'ai commencé à griffonner un début de couverture. Et puis, je disais, ce serait bien aussi d'interroger Régis Debray, des intellectuels, des professeurs, et puis aussi des imams. Et puis, je dis, oh, d'ailleurs, ce serait bien que de téléphoner au recteur de la mosquée de Paris. Et puis, en fait, ils m'ont dit, bah, fais-le. Et non seulement il m'a reçu, mais j'ai eu la chance d'être reçu merveilleusement par quelqu'un. Je pensais qu'il allait me recevoir 10 minutes, hein, comme ça, poliment. Et puis, moi, je lui ai montré des dessins. Alors, des dessins sur le drame de Charlie Hebdo, bien sûr, mais à la fois... Et puis les incompréhensions qui sont autour. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que moi, qui vais beaucoup dans les écoles, je peux tomber sur des enfants qui me disent, qui me disent, vos copains, ils ont été tués, c'est bien fait. Donc, c'est le climat, on n'est pas en... c'est en 2018. Hein. Et donc, j'avais envie de revenir avec lui, de parler de la laïcité, de parler de qu'est-ce que c'est que Marianne, qu'est-ce que c'est que, par exemple, le mot liberté, égalité, fraternité. J'avais envie de dire à quelqu'un qui représente la mosquée de Paris et qui représente 30% des musulmans de France. Je disais, mais moi, je vais beaucoup dans les écoles avec des petits jeunes qui parlent entre eux et qui disent, frère, pousse-toi, frère, ou amène-toi, frère. Et moi, je leur dis, mais moi, liberté, égalité, fraternité, quand je fais un dessin, fraternité, moi, l'internaute qui regarde mes dessins ou le lecteur ou la lectrice du Monde, c'est un frère, c'est une sœur. Et donc, je me dis, mais attendez, je me sens un peu exclu, alors que frères et sœurs, ça me parle, parce que liberté, égalité, fraternité, le mot fraternité, on l'a inventé il y a 2 siècles, et je trouve que ça a du sens dans les écoles de revenir là-dessus. Alors donc, dans ces cas-là, ils ont un petit moment de stupeur, et puis ils le comprennent. Et en fait, je n'arrête pas d'aller interroger des tas de gens, de dire, ben voilà, quand je fais la mosquée qui s'entrelace avec une petite tour Eiffel et une petite Marianne, donc du coup, je me suis dit, bon, je vais le faire réagir. Et donc, vous voyez, par exemple, la couverture du bouquin,
Et je suis venu avec, hein, et comme je pensais qu'il allait me recevoir 10 minutes, je lui ai dit, bon, on va peut-être attendre. Et puis, qui m'a gardé 2h30. Voilà. Et il était pétaradant. Et alors à la fin, je lui ai montré, ah, il me dit, mais c'est super, c'est bien. Et donc, en fait, il a rebuté sur rien. C'est-à-dire que moi, il a fait que réagir à des dessins sur Macron et la laïcité, le rôle de l'islam de France. Voilà, c'est le gars qui fait sa tapis de prière, le racisme en France, parce que ça fait quand même des années qu'il y a un gros problème. Et donc, et je ne savais pas, à ma grande surprise, il me dit, d'ailleurs, il fait venir dans la mosquée de Paris, bien entendu plein d'imams, mais à la fois des rabbins aussi, pour parler de la lutte contre l'antisémitisme. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans le sud de la France, dans un lycée, il y a un petit jeune qui veut me parler, et les autres, ils disent, non, non, pas lui, lui c'est le feuge. Je dis, c'est le feuge. Donc je me tourne vers les profs, après, je dis, il y a un problème, ils n'aiment pas les juifs. Ah non, non, il n'est pas juif, il ne sait pas qu'il est juif, non, non, mais il ne l'aime pas. Ah, il l'appelle le feuge. Et tout le monde trouvait ça normal. Je dis, attendez, il y a un problème là, je suis où là? Et donc, ça veut dire qu'il faut tout revoir. Et donc, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'imam de la mosquée de Toulouse a dit des conneries sur les juifs, sur les musulmans. Il a même dit que ceux qui reniaient, qui quittaient la religion musulmane, ils seraient égorgés. Et sur Israël, il a dit des horreurs antisémites. Et donc, du coup, le boulot du recteur de la mosquée de Paris, c'est de prendre son téléphone, de convoquer le gars, il lui dit « Attends, tu sautes, hein, je te mets à la porte, qu'est-ce que tu racontes quoi ?» Et donc, c'est un boulot de tous les jours. Et pour terminer, je me rends compte que ce recteur de la mosquée de Paris, qui représente 30% des musulmans de France, n'est pas écouté depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il dit aux autorités françaises, excusez-moi, il y a un petit problème, là je vois que, ou même à Genève, il le dit dans le bouquin, à Genève, il y a les wahhabistes d'Arabie Saoudite qui ont complètement investi une mosquée et qui disent des conneries. Et donc il a prévenu les gens de la mairie de Genève. Il dit, bah oui, mais ils nous donnent de l'argent. Je dis, bah oui, mais d'accord, mais ça ne peut que vous péter à la figure. Et en ce moment, on est dans encore dans une situation où nos démocraties n'ont pas compris qu'il y avait des lanceurs d'alerte qui disaient « Attention, là, là, là et là, ça va déraper ». Avec cet entretien justement qui vient en complément, comment est-ce que ça peut jouer sur la manière d'appréhender le sujet? Est-ce que ça vous a conforté? C'est-à-dire que maintenant, depuis que vous l'avez rencontré, vos dessins sur le sujet sont, sinon libérés, en tout cas moins d'appréhension? Non, pareil. Par contre, moi je suis surpris de ce qu'il m'a appris. Moi je pensais que quelqu'un de cette importance, il dit, attendez, là il y a un imam à Brest, il dit que quand les femmes se mettent à chanter, elles vont transformer en cochon. Bon, le gars, c'est ahurissant. Bon, moi, je pensais qu'un recteur de la mosquée, il prend son téléphone, il voit avec les autorités, et c'est vrai, ou non. Quand, par exemple, on a parlé de... vous savez, quand on a découvert le drame du 13 novembre 2016, on a appris, comme ça, que il y avait des gars, des salafistes, qui conduisent les bus de la RATP. Alors j'ai appris qu'il y avait tout un réseau salafiste à la RATP. Tout le monde trouvait ça normal. Non mais je tombe de l'armoire, moi. Et donc, et là je parle seulement de droits de l'homme et de droits des femmes. Ça veut dire qu'il ne veut pas prendre le volant parce que c'est une femme, elle est impure, qui a touché le volant. Mais où je suis là? Et donc, non, ça m'a drôlement ébranlé. Moi j'ai fait des dessins là-dessus. Mais moi je ne pensais pas que quelqu'un qui vraiment connaît et qui veut vraiment donner de l'amour avec ses amis juifs, avec ses amis chrétiens, avec tous les Français musulmans, qui n'étaient pas écoutés depuis si longtemps. Il n'est pas écouté. Et voilà, on dit toujours, ah, les lanceurs d'alerte, c'est super. Oui, mais c'est un lanceur d'alerte, ça sert à quoi? Personne ne l'écoute. Donc le bouquin, il sert à ça. Aussi. Voilà. Ça n'a pas changé mes dessins, parce que des dessins comme ça, malheureusement, je les ai faits déjà il y a 3 ans. Mais le boulot, il faut continuer, quoi. On revient sur la constitution, j'allais dire la rédaction du dessin.
d'avoir, en termes de choix éditorial, il y a forcément un dessin par jour. Enfin, dans le cas, là, prenons Le Monde, Ouais. un dessin par jour. Comment se fait l'acheminement vers ce thème et ce dessin? C'est-à-dire qu'on regarde la richesse de l'actualité française, internationale, politique, culturelle, sociale. Enfin, il y a diversité de thèmes. Au Monde, on peut parler de tout. Donc, comment est-ce que se fait cette désignation du thème et a fortiori ensuite du dessin? Alors ça se passe comment vous dire, ça se passe tous les matins, comme ça. Je suis pas beau à voir le matin, hein. Parce Sachant que c'est un que matin vraiment tôt, parce qu'il y a un bouclage qui va arriver quand même à assez 10h, rapidement. à 10h30. Voilà, donc ça veut dire envoyer la copie à 10h30. Voilà, donc je suis comme ça, avec mes points noirs sur le nez, voilà, et je cherche. Et donc, le boulot du dessinateur, c'est d'essayer. Voilà, quand on cherche, c'est comme ça. C'est-à-dire que on a les mains comme ça, on y a une petite goutte comme ça, on transpire, voilà, on trouve rien. Comme tac, ah oui, l'horloge très importante, l'horloge, voilà. Ah oui, Et à 9h, là, ça commence à devenir dramatique parce que quand à 9h, j'ai toujours pas mon idée de dessin, je sais pas pourquoi, je fais chez moi. Et moi, j'ai l'impression que les rédacteurs en chef, je sais pas, ils doivent avoir des micros, ils le sentent. Et donc, ils me téléphonent, ils me disent alors que tu à 9h, ils peuvent s'intéresser. S'il y a un bouclage à 10h, ils peuvent commencer. Non, alors en général, ils me foutent la paix à 9h. Mais si à 10h moins le quart, ils n'ont toujours rien, là, il y a un petit côté, Jean, ce serait pas mal que tu... voilà. Et alors, des fois, j'envoie des brouillons, voilà, je propose, voilà. Et qui sont des variantes d'un même dessin ou différents dessins? Mais qui ne sont pas le blanc et le noir, hein, qui ne sont pas tout et le contraire. Hein. Et puis, j'envoie 4 brouillons, 3, 4, des fois c'est 6 brouillons. Et puis, alors, ce qui est drôle, il y a une formule. Alors, on aime beaucoup tes 5 brouillons, merci. On attend le 6e. Donc, c'est une manière de dire que, bon... Comme dans la négociation, on a l'impression qu'il n'a pas tout donné, qu'il y en a peut-être encore sous le pied. Je reconnais que je n'ai pas la science infuse, et puis, des fois, il faut quand même trouver quelque chose qui soit pertinent et qui corresponde aussi à la une du journal. Donc, voilà. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, en général, c'est vers 9h30, après, je termine mon brouillon au propre, et puis je l'envoie à 10h20, voilà. Donc ça, effectivement, c'est le cycle naturel qui se reproduit donc toutes les semaines. Voilà. Et très important, là, il y a une fenêtre, voilà, avec les rideaux, voilà. Vue sur les toits de Paris, c'est très joli, voilà, voilà. Et on voit même la Tour Eiffel, voilà. Et je suis dans le 10e, et elle est très commode, cette fenêtre, parce que quand je ne trouve pas mes idées, j'ai vraiment envie de me foutre par la fenêtre. Et donc, je l'ai encore, apparemment, je ne l'ai pas fait. Mais je n'ai pas du tout envie de le faire, je ne suis pas du tout suicidaire. Mais il y a des fois, je me dis, mais quel boulot de cinglé, pourquoi je me suis embarqué là-dedans? Voilà. Donc, c'est effectivement, le cadre a aussi son importance. Ouais. Alors, on a déjà des questions. Plusieurs questions. Un internaute vous demande où sont, selon vous, les limites de la caricature? Oh, y en a plein, hein, des limites. Par exemple, la vie privée d'une femme ou d'un homme politique, moi je trouve que... Quels que soient ses discours ou justement... Oui, Ah oui, il n'y a pas de... la vie privée, je ne sais pas, je saurais quelque chose sur Marine Le Pen de sa vie privée, moi j'y touche pas. Je me souviens que pour Mitterrand, quand j'étais au courant, quand elle avait 4 ans, la petite Mazarine, moi, à tort ou à raison, moi j'estime que j'ai pas... Il y a une députée qui est homosexuelle et qui ne veut pas qu'on le dise. Elle est très connue, elle est homosexuelle. Moi, je n'ai pas... voilà, moi, je n'ai pas envie d'y toucher. Par contre, je dois passer mon temps à flirter avec toutes les formes de propositions de dessin. C'est-à-dire que, en fait, quand je fais un dessin, je dois, en gros, m'empêcher de rien si c'est quelque chose qui me paraît important. Alors là, je vais vous montrer, quand même, par exemple, des dessins que je ne ferai pas. Et c'est normal, hein, parce qu'il y a des fois des dessins... tiens, par exemple, je vais beaucoup en Belgique, et par exemple...
Ferdinand Rops, le grand dessinateur dans les années 1840, 1850, c'est Ferdinand ? Félicien, merci beaucoup. Félicien Rops, eh ben, c'est extraordinaire. Il faut quand même se mettre à la place du gars. On est en 1840, hein, c'est ça à peu près. Et il dessine une nana qui est quand même crucifiée. Il y a un cochon qui est derrière. Jésus-Christ, il est sur le côté. Bon, il a été délogé. C'est assez gonflé. Donc, moi, j'ai toujours en tête, je suis toujours passionné par l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et ça moi, évolue avec les époques ou ça reste quelque chose de... Par exemple, ça, c'est des photos qui sont interdites en Russie. Et donc, je suis en lien avec les dessinateurs russes. Et donc, quand j'ai vu, il n'y a pas longtemps, Poutine qui était interrogé par un journaliste américain, je disais, mais pourquoi il ne l'interroge pas parce qu'il disait, les homosexuels, ils font ce qu'ils veulent. Ben, ils font ce qu'ils veulent, mais ça, c'est interdit. Voilà. Et ça aussi, c'est interdit. Voilà. Donc, tout ça m'intéresse. Et moi-même, je vais vous montrer, par exemple, des dessins que je trouve normal que le journal ne me laisse pas passer. Parce que, par exemple, sur l'affaire Strauss-Kahn, bon, ça, c'est un dessin que j'ai fait à l'époque de Strauss-Kahn. Bon, il n'y a pas de problème, voilà, soutien-gorge, la femme de ménage, l'aspirateur est transformé en caméra. Bon, jusque-là, celui-là, il est passé. Mais il est normal que... Je travaille au Monde, hein, c'est-à-dire je connais la culture. Vous savez, il y a une phrase de Pierre Desproges qui disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ben, quand on travaille au Monde, et moi je trouve ça très intéressant, et merci au journal Le Monde de m'avoir donné d'abord la chance de pouvoir rencontrer, grâce au Quai d'Orsay d'ailleurs, parce que ça fait 30 ans que j'ai la chance de me balader un peu partout, et ça m'a ouvert des portes dans les ambassades. Je suis allé dans le monde arabe, en Israël, au Proche-Orient, au Maghreb, et donc il faut toujours être à l'écoute de la culture des gens qui vous reçoivent ou qui regardent vos dessins. Le contexte dans lequel ils vont découvrir le dessin. Exactement. Et moi, j'aime bien m'interroger sur le contexte des lecteurs du Monde. Et donc, quand on est lecteur du Monde, on voit un dessin comme ça sur Strauss-Kahn déjà, on voit Strauss-Kahn qui a les monotes, tout ça. J'ai dessiné un préservatif en dessous. Bon, normalement, apparemment, j'ai compris qu'il n'utilisait pas de préservatif, mais ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est le... C'est voilà, je fais ce que je veux dans mon dessin. La petite culotte, je vais dessiner comme ça. Bon. Voilà un dessin que je ne peux pas passer, par contre. Le talon d'Achille de DSK, et c'est normal. On est au journal Le Monde. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque j'ai décidé, j'ai montré ce dessin-là, c'est pas très grave que j'ai dessiné l'essentiel. Et par exemple, il a scié la branche sur laquelle il était. Bon, bah, qui passe pas, je m'en fous, puisque j'ai dessiné ce que je voulais. Vous voyez, sur le fond de ce à quoi je crois, tous, même quand je me souviens que même il y a 10 ans, quand je faisais des dessins contre la burqa dans le journal Le Monde, le journal n'était pas tout à fait d'accord avec moi. Et il me laissait passer les dessins. Et j'ai énormément de chance, et il faut le dire et le redire, que le mariage, c'est un mariage, hein, quand un dessinateur travaille avec une rédaction, c'est un mariage. Et ça n'empêche pas de les engueulades, mais c'est comme un mariage, et ça veut dire qu'on est d'accord, en gros, pour partager des cultures. Voilà. Voilà, oui. Justement, on a un internaute qui vous demande si vous avez déjà été censuré par une rédaction ou un média. Alors, censuré... Moi, j'estime que je fais exactement ce que je veux. Quand je vais vous montrer les dessins que j'ai faits sur la burqa. Parce qu'à l'époque, c'est drôle. Je vais vous le montrer parce que je me suis battu et le dessin est passé. Et ce dessin sur la burqa, eh ben, à chaque fois, il y avait une nana du journal qui s'occupait des religions et qui me convoquait à la cafétéria. Et quand je faisais un dessin comme ça sur la burqa, c'est quoi, c'est nouveau, c'est quoi ce truc? Et la fille, elle est dans sa cage, elle dit c'est ma religion. Et bien à chaque fois, elle me convoquait, elle me disait mais pourquoi tu fais des dessins sur la burqa? Il n'y a pas de burqa. Je dis mais t'es allé à Marseille ou... Et puis là, on a vu là, avec Creil, avec Redouane, le gars qui s'est fait piquer, là, il était à Creil, et alors pour passer inaperçu à Creil, il avait mis une burqa. Et moi, je savais pas que... Moi, je croyais que la loi était votée et qu'elle était appliquée. Apparemment, à Creil, le gars, il s'est baladé en burqa et ça passait inaperçu.
Donc, il y a un gros problème. Donc, au lieu d'en faire 15 dans le mois, à l'époque, j'ai dû en faire 4 ou 5. Ouais, ça va. Et d'ailleurs, dans ce dessin-là, il y a tout. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a à la fois la fille qui est dans la cage, et à la fois, il y a cette fille dont on peut penser que les grands-parents viennent de Tunisie ou du Maghreb. Elle dit, c'est quoi, c'est nouveau ce truc? Elle est pas voilée, elle est en jupe. Et même la petite dont on peut penser que ses grands-parents ils viennent du Sénégal, elle dit, oh purée, donc elles sont complètement intégrées. Et donc, dans un dessin, on dit tout. Et puis même, il y a une petite souris barbue qui se... Voilà. Et donc, il y a tout dans le dessin. Et j'ai la chance... C'est pour ça que j'ai beaucoup de chance de travailler dans un journal, et il y a l'Express pareil. D'ailleurs, ce dessin, il a été publié dans l'Express, c'est-à-dire qu'il y a une fille qui a le string, et il y a le foulard. Et quand il a été publié, il y a très longtemps, je crois que c'était en 2004, il est passé complètement inaperçu. Et quand, en 2005, j'ai exposé ce dessin-là, et qu'il a été publié en Égypte, je faisais une exposition à la bibliothèque d'Alexandrie. Là, le rédacteur en chef qui a mis ce dessin à la une, voilà, c'est ce dessin-là, il a été menacé de mort. Et là, je me suis dit, oh, ça se trouve, maintenant, les réseaux sociaux sont peut-être en train de se retourner contre la liberté d'expression. Et on revient sur le contexte et sur la manière dont est reçu le dessin. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai appris par mes amis égyptiens que quand on fait un dessin comme ça, ils m'ont dit, mais si ça avait été un Égyptien qui avait fait ce dessin-là, tout le monde... Parce que les Égyptiens, ils sont rigolos. Ils aiment rigoler, ils ont plein de blagues. Mais ils disent, mais toi, tu es un occidental. Et un occidental qui raconte ça, c'est pas pareil. C'est ça. Donc l'émetteur a aussi son importance. Voilà. Encore une question d'un internaute par rapport à ce sujet. Vos dessins traitant de la religion sont-ils de plus en plus fréquents au-delà de ce qu'impose l'actualité? Oui. Oui, c'est... Oui, bien sûr. Et puis c'est normal. Et excusez-moi. Il n'y a pas très longtemps, quand il y a eu le drame de Strasbourg, je me suis rendu compte que, par exemple, un dessin avec Strasbourg, la cathédrale, Marianne, voilà, on voit bien qu'il y a des gens qui vivent en France, qui ne supportent pas notre culture, ou comme le drame de ce prêtre qui a été tué dans son église il y a 2 ans. Et on voit bien que la religion... Ou par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec une classe dans une banlieue parisienne, et il me disait, mais c'est quoi vos références? Alors je disais, écoutez, moi d'ailleurs, quand je dessine Marianne, je pense à Hergé aussi, parce que même Marianne, elle a quelque chose de Tintin. Je leur dis, mais moi, Hergé, pour moi, c'est un dieu. Le créateur de Tintin, pour moi, c'est un dieu. Et toute la classe fait, oh, monsieur, vous allez mourir. Je dis, attends, alors du coup, je me retourne, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent, non, mais c'est parce que vous avez dit, c'est un dieu. Mais vous êtes fous, vous allez mourir. Et donc, en fait, il voulait parler de Dieu. Il n'y a pas très longtemps, alors dans une autre école, il m'interrompt, il me dit, oui, mais vos dessins sur Macron, sur Hollande, bon, d'accord, mais parlez-nous de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'islam, ils me disent. C'est l'islam. Je dis, bon, alors donc, moi, si je n'avais pas envie d'en parler, de la religion, je peux vous dire qu'il y a des... Et d'ailleurs, quand je fais un dessin comme ça sur les réseaux sociaux, il date de 15 ans, ce dessin-là. Les réseaux sociaux, c'est l'endroit de l'intolérance aussi. Les réseaux sociaux peuvent permettre, là on a un dessinateur au Nicaragua qu'on essaye d'aider, alors que c'est une dictature qui est en train de carrément s'installer à Managua, mais les réseaux sociaux sont les transporteurs de la haine anti-juive, anti-musulmane, anti-chrétienne, et donc on a un boulot incroyable à faire partager auprès des écoles pour leur dire, mais faites gaffe, hein, parce que vous croyez en démocratie, liberté, égalité, fraternité, comme si c'était... Non, si vous vous endormez... C'est fragile. Mais c'est un combat de tous les jours. Et des fois, je vais dans des écoles, ils ne savent pas que c'est un combat de tous les jours. Est-ce qu'on écrit différemment pour des lecteurs d'un journal par rapport à des acheteurs ou lecteurs d'un livre? Un livre, je ferai la différence entre un humoriste qui irait à la télévision, bon, son public ne l'a pas choisi, puisqu'il reçoit un programme, et par contre de gens qui ont fait la démarche d'aller dans une salle, écouter un comédien ou un artiste dans un contexte
alors j'ose pas dire de communauté, mais on peut dire qu'on est avec des gens qui assument, qui comprennent l'esprit. Est-ce qu'on distingue, sachant que, bon là ce sont les albums de dessins qui ont été publiés dans la presse, alors l'Express ou le Monde, est-ce que justement quand vous faites des albums d'inédits, en quelque sorte, est-ce qu'on écrit différemment parce qu'à ce moment-là on écrit à une communauté qui partage une valeur? Ou au contraire non, parce que maintenant il n'y a plus de dedans, il n'y a plus de dehors, on est dans la publication et dès lors que le contexte n'a pas d'importance. La respiration est différente, parce que c'est un livre, on a pris notre temps, on revient sur les sujets. Déjà, vous les choisir. J'ai choisi, et puis quand je montre au recteur un dessin sur les banlieues, parce que ça fait quand même les ghettos en banlieue, voilà, et je les ai préparés, je l'ai vu 4 fois, très longtemps à chaque fois. Et donc à chaque fois, il rentre dans le dessin, il me dit, bah oui, dans les banlieues, on a créé des ghettos, et on les a demain je vais rencontrer une amie qui travaille en Seine-Saint-Denis, et qui s'occupe des femmes, ou d'ailleurs c'est elle qui m'a appris qu'il y a 13% des femmes, quand elles accouchent en Seine-Saint-Denis, qui sont mutilées sexuellement. Bah, il faut en parler. Alors heureusement, on en parle dans le bouquin, mais moi je ne peux pas en parler tous les jours. D'abord, en ce moment, on parle que des gilets jaunes. Mais je veux dire, il y a les drames qui s'annoncent. 13% des femmes qui accouchent en Seine-Saint-Denis et qui sont mutilées sexuellement, ça va nous donner quoi comme société dans 20 ans? Il faut s'y préparer. Et alors c'est bien, il faut parler des gilets jaunes, il faut parler de la pauvreté en France, il faut parler des gens qui gagnent 800 € par mois. Mais à la fois, l'intégrisme qui s'installe dans certains endroits, il faut aussi en parler. Et des fois, je suis allé à Marseille, dans l'école de la deuxième chance, je montrais des dessins d'un copain que j'avais rencontré à Khartoum, au Soudan, qui montrait des dessins sur les mutilations sexuelles. Lui, il va au charbon, mais à Khartoum, au Soudan et dans le sud du Soudan. Et les filles de l'école de la deuxième chance, une école formidable, apparemment, je crois, créée par Édith Cresson il y a 30 ans, elles disent, mais c'est quoi le problème? Je dis, bah, c'est quoi le problème? L'utilisation sexuelle, ces petites filles, et bien, bah, c'est leur culture. Je dis, bah, attends, oui, c'est leur culture, d'accord, mais... Et je vois les profs, et je leur dis, bah, vous avez un boulot incroyable. Et elles n'ont pas démordu. Hein. Elles ont dit, non, non, c'est leur culture. Je dis, ben oui, mais c'est des petites filles. On leur arrache une partie du sexe. Et après, elles vont être mutilées toute leur vie. Mais c'est leur culture. Je dis, ben oui, d'accord. Mais... Et donc, alors je sais bien que au Soudan, en Égypte, il y a même les Coptes aussi. Il n'y a pas que les musulmans, il y a aussi les Coptes qui font ça. C'est culturel. Mais on a quand même le droit de dire, il y a les droits humains, le droit des femmes, le droit des petites filles. Voilà, on va sortir un bouquin sur le droit des enfants dans un an, on a du boulot. Hein. Question Oui, une nouvelle question. Votre livre a-t-il pour vocation de faire un état des lieux ou d'apporter des solutions? Oh. En fait, j'ai rencontré le recteur au mois d'août. Et je pensais qu'il allait me consacrer 10 minutes. Et puis, je me suis rendu compte qu'il avait tellement d'empathie sur mon travail quand je lui montrais des dessins sur les salafistes. Salafiste, donc avec le paquet de tabac, tabagisme, nuit gravement à la santé, et puis salafisme, avec la petite minaret qui dépasse, nuit gravement à la laïcité. Et lui, il me prend le dessin des mains, il me dit, mais attendez, je mets mes 2 mains en prière pour vous supplier de publier ce dessin-là tous les jours. Il le dit dans le bouquin. J'ai dit, ben voilà, moi j'étais surpris à chaque fois. Je me dis, mais attends, il me dit des trucs incroyables. Et donc je l'ai fait, la main dans la main avec lui, et le bouquin que je pensais être un bouquin de plus, mais c'est un bouquin différent. Et qui raconte, là j'ai rencontré Patrick Bruel, qui a fait un disque formidable sur la réconciliation. Et sans se connaître, je ne le connais pas. Hein, et bien, c'est un bouquin. Ouais, le chanteur, ouais. Merci. Je vous dis, achetez le disque, parce qu'il est super. Justement, ce soir, on sort. Je l'ai fait à cause de son disque, parce que ce soir, on sort. Il raconte. J'imagine qu'il a dû l'enregistrer il y a 6 mois, qu'il faut sortir malgré la douleur et les drames que nous allons rencontrer. Et dans sa chanson, qui est géniale, il parle de « Viens, sors, on va sortir ce soir, mets du maquillage, mets ta mini-jupe, et puis oublie qu'il y en a qui sont encore au Moyen-Âge. Maquillage, Moyen-Âge. » Et il faut sortir. Et la chanson se transforme tout d'un coup en marseillaise
murmurer. Moi, je dis bravo. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est que, en fait, je me rends compte que les artistes peuvent raconter des choses incroyables et ça échappe au quotidien journalistique. Et moi, je pense qu'il faut parler des Gilets jaunes, mais le livre est une respiration différente pour dire attention, on n'est pas sorti de l'auberge, on est au fond de la piscine. Est-ce que nous sommes sur le moment de donner un coup de pied et de montrer que les Français musulmans, c'est cela, et puis il y a quand même les mecs qui dérapent et qui égorgent des gens, et puis il y a l'intervention divine. L'islam, ce n'est pas ça, heureusement. Et heureusement qu'il y a des gens comme le recteur de la mosquée qui dit l'islam, ce n'est pas ça. Les Français musulmans, ils ont beaucoup de choses à dire qui sont passionnantes. Et on a besoin de se nourrir de leur regard, et je ne savais pas que les rabbins allaient régulièrement à la mosquée de Paris. Alors, vous avez montré en quoi qu'il est important de sensibiliser les plus jeunes aux questions de la religion. Êtes-vous optimiste? La nouvelle génération a-t-elle un regard plus tolérant? Alors, quand je vous raconte tout ça, moi, c'est comme si je vous disais au secours. Mais j'ai créé une association depuis 12 ans avec Kofi Annan, qui s'appelle Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, avec des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, où je suis, grâce à mes amis danois, je suis allé les voir quand il y a eu les fatwas il y a 12 ans, et puis que j'ai vu qu'ils vivaient un drame, je dis, oh là, c'est quoi ça? Ils étaient accompagnés de policiers, de gendarmes avec des fusils mitrailleurs, que quand Kurt Verstegaard, qui est le grand dessinateur danois, il va chercher son fromage au Franprix là, du coin, qui va chercher son gouda, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, eh ben, il est accompagné de 6 gars avec des fusils mitrailleurs. Il y a un problème quand même. Donc j'ai été voir tous mes copains en Europe pour leur dire, attendez, ce qui arrive avec Internet, quand on fait un dessin, c'est fini. Comme je discutais avec Cabu, avec les dessinateurs de Charlie Hebdo, on a bien compris avec Internet, c'est fini. L'entre-soi, c'est fini. L'ancrage territorial, c'est-à-dire le fait qu'un dessin a son audience locale. C'est fini ça. On ne fait plus un dessin dans une arrière-salle d'une brasserie de Saint-Germain-des-Prés, puisque le dessin, dans 3 jours, un dessin comme ça, il sera montré, il peut le faire le tour du monde. Et d'ailleurs, des fois, ça m'arrive, et des fois, il y a un problème, parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand j'ai fait ce dessin-là, pour parler des jeunes qui vont en Syrie et qui, France, ton drapeau fout le camp, il y a des gens qui ne peuvent ne pas comprendre. Alors que moi, je vois bien que le drapeau, il s'effiloche avec des gens qui vont en Syrie et qui reviennent. Là, en ce moment, ils sont en train de revenir. Donc, alors, pour mieux répondre à votre question, en fait, je suis optimiste. Parce que je fais comme, vous savez, le petit oiseau, là, le colibri, dans la forêt amazonienne, là, il y a le feu, et puis il y a une petite rivière, il y a tous les tous les animaux qui foutent le camp, et puis avec son petit bec, il prend 2 gouttes, et puis il va dans le feu, l'incendie de la forêt amazonienne. Et tous les animaux, ils disent, mais t'es con, tu crois que... Il dit, moi au moins je fais quelque chose. Voilà. Donc je suis un peu optimiste quand même, parce que je me dis, je me sens pas tellement aidé par les autorités, mais, d'ailleurs, comme le recteur de la mosquée, bienvenue au club, mais je me dis, peut-être que le bouquin, ça va peut-être changer les choses. Moi, je trouve que ça dort, là, pour le moment. Je rebondis sur tes visites dans des classes. Apparemment, tu as l'air d'aimer ça. Ouais. Ça me paraît indispensable d'aller dans les classes. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça t'apporte certainement, toi, je le ressens. Est-ce que tu penses que tu leur apportes aussi quelque chose? Est-ce que tu penses que ce que tu leur dis, voilà, ça rend... Alors, merci pour la question, parce que non seulement, moi, ça m'apporte parce que ce qu'ils me disent, quand ils me disent « Vos copains de Charlie, ils sont morts, c'est bien fait », il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Ou quand j'étais, il n'y a pas longtemps, dans une école, il y a un petit qui était haut comme ça, il me dit « Mais pourquoi vous dessinez des trucs sur la politique, la religion, et pourquoi dessinez des papillons ?» Je dis, moi j'aime bien les papillons, mais moi j'aime la politique. Non, dessiner des papillons. Et puis la prof arrivait derrière, non, il est gentil, mais c'est parce qu'il n'aime pas les dessins de Charlie. Mais je dis, mais les dessins de Charlie, ils sont là pour faire rigoler. Ils ne sont pas là pour t'humilier. Les dessinateurs de Charlie, ils ne sont jamais levés le matin en voulant t'humilier. Et il y a beaucoup de gens qui le croient. Voilà. Et c'est pour ça qu'on travaille
sur le ressenti, et c'est grâce aux enfants qu'on va voir, ou à Molenbeek. On est allé beaucoup travailler à Molenbeek et on continue. Et demain, alors là c'est un petit scoop, demain on crée une fondation Plantu, pour faire le suivi social de tout le travail que nous faisons avec les dessinateurs, pour pouvoir, avec des artistes, demain il y aura des gens de théâtre, des gens du cinéma, il y aura des peintres qui viendront pour la création de cette fondation, pour, avec des partenaires qui voudront bien nous aider, faire un suivi pour justement, quand on repart de ces écoles et que je fais un tour de piste et que je me dis mais j'ai fait un one-shot comme ça, c'est gentil, mais je vois bien qu'il y a des fois des profs, est-ce qu'ils vont reprendre ce qui a été dit dans l'échange? Je le souhaite. Mais donc ça veut dire qu'il faut payer des gens à rester avec eux. Et donc on va payer des artistes, des peintres, des créateurs, des musiciens, des gens qui font du rap, pour qu'ils puissent rester longtemps, plusieurs semaines, et qu'il y ait un suivi social auprès de ces jeunes qui, des fois, sont un petit peu oubliés. Et moi, je ne veux pas les oublier. Lorsqu'on parle l'actualité, elle est effectivement, elle peut être politique, économique. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des sujets revenir? C'est-à-dire que on a parlé des extrêmes, de certains phénomènes qu'on pensait peut-être oubliés ou qui pouvaient appartenir au passé, de s'apercevoir qu'effectivement, il y a une récurrence et qu'on arrive à voir qu'il y a une accélération, mais des sujets qui reviennent sur le devant de la scène que vous pensiez peut-être... Mais moi, je ne les pensais pas oublier, parce que, je vais vous dire, les extrêmes, je les vois arriver depuis 30 ans. On est dans le nord de la France, on est dans un lycée. Je suis suivi déjà par France 3, Nord-Éclair, La Voix du Nord, 3 journalistes. On est dans une école et après je prends un jus d'orange avec les profs dans la salle des profs. Et « Ah ouais, toi aussi, ils font ça ?» Et je leur dis « C'est quoi le... » Et il me dit « Bah oui, il y en a un qui ouvre la porte, il balance un cocktail Molotov dans la salle et il referme. » Alors je me tourne vers les 3 journalistes, je me dis « Mais putain, vous avez un sujet en or ?» Les 3, ils me disent « Ah mais non, on n'y touche pas, on n'y touche justement pas à ce sujet. Parce que si on y touche, on va avoir le directeur de l'établissement qui va nous téléphoner en disant « Bah voilà, après il y a les parents d'élèves qui vont quitter l'établissement, il va y avoir le sénateur du coin qui va pourrir le journaliste qui va dire au directeur de France 3, alors c'est pour ça, ils vont dans les lycées pour faire ça, ben merci, vous nous rendez bien service. » Donc ils avaient appris depuis 30 ans à ne surtout pas toucher à ça. Et quand je vous dis que tout le monde savait que... Moi je ne savais pas, moi qui avais des salafistes qui ne voulaient pas conduire les autobus dans les RATP, quand il y avait une femme qui avait conduit le bus, mais moi je ne savais pas. Et ah oui, tu ne savais pas? Attends, comment tu veux que je le sache? Tu ne l'écris pas. Donc c'est un vrai problème. Il y a une putain de révolution à faire dans les médias. Parce que moi, je le vois, j'entends tout ça, mais grâce aux enfants qui me racontent tout ça dans les écoles, mais ce n'est pas tellement raconté. Et donc il faut le dire, il faut le partager. Et donc, quand je vois des jeunes qui veulent devenir journalistes, je leur dis, mais vraiment, mais vas-y, fonce. Et fais une putain de révolution dans les médias, parce que les médias, par exemple, on n'en parle pas, mais Macron, on dit qu'il est vomi. Mais moi, je fais partie, les médias, c'est ma famille. Et moi, il n'y a pas tant longtemps, à Bastia, il y a des... je discutais comme ça avec des gens. Ils me disaient, d'abord, c'est pas média qu'il faut dire, c'est merdia. Je dis, attends. Et donc, ils me racontent tout ce qu'ils vomissent. Donc, moi, je veux bien qu'on entende dire que Macron, il vomit. Mais il y a un club qui s'appelle le club des médias et qui est vomi par beaucoup. Et ça veut dire que si on ne s'en rend pas compte, nous, entre nous, parce que moi, c'est ma famille, moi, j'ai toujours travaillé dans les médias. Et donc, j'ai besoin de faire cette révolution avec mes amis des médias. Est-ce que, qu'est-ce qui s'y prête justement? Ces sujets-là, à chaque fois qu'un dessin, c'est une page, c'est une séquence, comment on arrive à faire passer la problématique et puis une analyse? Parce qu'il y a l'explication du phénomène et également son analyse. Eh bien, quand j'ai fait ce dessin sur la charia, c'est que je savais que j'avais un copain qui, lui, reçoit des migrants en France. Et je le connais, c'est un amour. Vraiment, ils les accueillent. J'ai une amie qui travaille avec nous à Cartooning for Peace. Elle les aide à comprendre l'administration française. Ils ne parlent pas français. Et donc, elle traduit pour eux. Et donc, je trouve vraiment,
beaucoup d'admiration pour tous les gens qui accompagnent tous ces migrants et qui les aident à parler français. Mais il y a aussi des gens qui s'occupent de les accueillir et il y a des gens, ils sont persuadés qu'ils vont appliquer la charia en France. Et alors donc il y a un malentendu parce qu'on leur dit attendez, vous avez échappé à la famine, vous avez échappé à la guerre et nous on est très fiers de vous accueillir, de pousser les murs, d'essayer de... Mais on vous le dit tout de suite, la charia non. Mais en gros j'ai compris qu'on ne leur disait pas vraiment. Et donc moi je trouve qu'il faut accueillir avec beaucoup d'humanité ces gens-là, mais leur dire, attendez, liberté, égalité, fraternité. Et donc, quand je fais le con, là, ceux qui sont contre la charia, levez la main. Alors, évidemment, je fais une main coupée, bon. Mais j'ai besoin aussi de raconter et aussi de faire le couillon. Parce que je suis dessinateur de presse. Un dessinateur de presse, son boulot, c'est aussi de faire le couillon. Mais est-ce que ce n'est pas un gage de l'efficacité de la pédagogie? C'est-à-dire que si c'était le côté péremptoire, donneur de leçons, bah oui. le message serait peut-être quand même moins audible. Bah moins, oui, il faut, et moins attendu. Il faut se marrer aussi. Bah oui. Parce que sinon, voilà. Ou comme cette fille, voilà, école pour filles, et lui, il dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? La fille, elle dit partir. Bon, bah voilà. Tout est dit. Et malheureusement, là, on croit que c'est une caricature, mais c'est ce qui se passe. Voilà. Il y en a qui partent, hein, et puis elles ont raison de partir. Question. Alors, une nouvelle question. Comment voyez-vous l'évolution de la caricature avec les réseaux sociaux et les nouvelles façons de consommer l'information? Alors, le mot consommer, pourquoi pas? Moi, j'ai peut-être tort, mais je ne me sens pas comme consommateur. Mais le boulot du dessinateur, c'est de se sentir bien avec son journal, de sentir comment le rédacteur en chef va faire un bout de parcours, un bout de chemin avec lui, et puis faire en sorte qu'il puisse aller jusqu'au bout de son travail de dessinateur. Et puis savoir que comme par exemple il y a des fatwas qui sont lancés contre les dessinateurs danois, et bien travailler avec le journal pour dire, ben voilà, là, je me souviens parce que j'étais à Atlanta, je faisais des conférences aux États-Unis, et donc j'ai fait, on a fait la maquette ensemble de la Une du Monde, et là c'est un dessin qui a parcouru la planète. Et qui m'a complètement dépassé. Et c'est très bien comme ça, un dessin, c'est pour faire, ça ne m'appartient pas. Et donc, j'ai fait, je ne dois pas dessiner, je ne dois pas dessiner Mohamed. Et donc, ce dessin, il m'échappe, mais à la fois, on l'a travaillé ensemble avec la maquette du journal pour qu'il soit le plus impertinent possible, tout en disant... parce qu'il y a des lecteurs qui ont dit « Ah ouais, mais le barbu, là, il ressemble à Léonard de Vinci. » Bon, je dis « Moi, ça m'arrange. Hein, si vous voyez Léonard de Vinci, c'est parfait. » Et donc, c'est parfait. Et donc, ça veut dire que le dessin, il faut continuer le dialogue et qu'on puisse ensemble aller jusqu'au bout de l'essentiel et de dire « Ben voilà, il y a des interdits qui sont en train de s'installer. Contournons les interdits. » En termes justement de conception, le dessin, historiquement à la Une du Monde, se situait dans un environnement qui est la maquette de Une. Ouais. Il s'avère que cette maquette de Une, alors pour ceux qui consomment, alors qui achètent ou lisent le journal papier, évidemment, elle est maintenue dans sa maquette, dans l'intégralité de sa maquette. Ouais. Il est évident que la consommation numérique va faire que la notion de mise en page, de ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a à côté, ce qu'il y a en dessous, et donc qui crée une unité, qui crée un tout, elle est redessinée, elle est même reconsidérée. Je suis d'accord. Ce qui veut dire que maintenant, a priori, ce dessin va de plus en plus se consommer seul, c'est-à-dire hors de son environnement. D'ailleurs, je me souviens qu'on avait déjà le Monde.fr, et je me suis fâché avec le directeur du Monde.fr, parce qu'on fait ça, le dessin, il fait le tour de la planète, et le Monde.fr a mis une photo que tout le monde a oublié. Et en fait, ce dessin, je lui dis, mais attends, t'as le dessin qui fait le tour de la planète? Ah oui, j'ai eu tort. Bah oui, j'ai eu tort, et marrant, j'ai fait un autre boulot, mon vieux. Voilà. Et ça, c'est le gros problème que nous avons. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille la main dans la main et qu'on puisse dire, oui, ça c'est un bon outil où l'image peut interpeller les gens et interpeller des internautes. Parce qu'on a besoin de discuter ou de ne pas se prendre au sérieux hein, quand on parle du harcèlement. Voilà, ça, harcèlement, ils viennent me proposer une main courante. Bon voilà, c'est un dessin un peu de déconnage et à la fois, on est là pour se faire... la déconnade, ça fait partie du boulot. Voilà. En ce qui concerne justement les sujets, est-ce qu'il y en a qui
seront réservés, je prends justement au livre, parce que le livre, il y en a globalement, il y en a quoi, un par an à peu près, qui sort. Oui. J'en ai fait 2 cette année. Parce voilà, c'est ça. J'ai fait une exposition à la BNF et chez Calman Levy, j'ai fait un bouquin de toute ma vie avec Eric Fotorino, l'ancien directeur du Monde. En ce qui concerne justement la publication, est-ce qu'on pourrait envisager, comme des dessinateurs, parlait d'Hergé, est-ce que ça se prête à des interprétations dynamiques? C'est-à-dire que, est-ce que la tendance après va être, alors je ne dis pas le dessin animé par Plantu, mais cette notion d'avoir... au-delà de l'image unique, d'avoir une histoire. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, on le voit bien quand elles sont consommées de manière successive, qu'il y a quand même un récit, il y a une intrigue, il y a une problématique, il y a des rebondissements. On a beaucoup travaillé avec l'école des Gobelins qui fait des dessins animés. Et donc pour faire cet exercice-là, on le fait régulièrement, et on donne des dessins de mon association, et on leur demande de les transformer en dessin animé. En image animée. Un dessin animé de 30 secondes. Non, bien sûr. Mais et est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être dans les terrains d'expression, un canal, même au-delà des 30 secondes, d'avoir... Quand l'équipe de Cartooning for Peace présente des dessins sur France 24 tous les vendredis, il y a un dessinateur, par exemple, qui s'appelle Job Bertrams, qui travaille à Amsterdam, et lui, il nous envoie des petits strips de dessins de 15 secondes. Et ça fait partie du boulot. Mais tout est possible. Et demain, je vous dis, pour créer la Fondation Plantu, on aura des artistes, il y aura des danseurs, il y aura des chanteurs, il y aura des peintres. Et donc, rien n'est interdit, tout est possible, pourvu qu'au bout du compte, ce soit la liberté, pas qui guide le peuple, pourquoi pas, mais la liberté qui guide nos consciences. Et pour terminer, je peux vous envoyer cette citation de Sénèque avec ces 3 religieux qui sont avec des petits parapluies et qui disent « Vivre », une citation de Sénèque. J'ai fait 2 ans de latin, j'ai été viré du latin. Et donc Sénèque, il dit « Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie ». Cette fois, c'est ma question. Est-ce qu'il y a un dessin que vous avez regretté d'avoir fait et à contrario, un dessin que vous regrettez de ne pas avoir fait? Oui, alors, merci. Quand, vous voyez, les Gilets jaunes, ils n'ont pas digéré et ils ont raison de ne pas avoir digéré. Alors que moi, j'ai voté oui pour l'Europe en 2005. C'était 2005 ouais. Bon, moi, j'ai voté oui. Et la France a voté non. Et puis, Hollande, Sarko, oui, ils ont voté oui, ils ont voté non, mais on va dire que oui. Et moi, je n'ai pas fait de dessin là-dessus. Parce que j'ai laissé passer le train et je ne me le pardonne pas. J'aurais dû réagir. Moi, j'ai voté oui, mais ce n'est pas une raison. Les Français, ils ont voté non. Et puis, bon, t'es gentil, mais tu rentres chez toi, on s'en fout de ce que tu as dit. Ils ne l'ont pas digéré et ils ne le digéreront jamais. Eh bien, ils ont raison de ne pas le digérer. Voilà. Et moi, et c'est une époque, avec les réseaux sociaux, où je travaille beaucoup sur le ressenti. Le ressenti. Moi, il y a des phrases de Macron que moi, je n'ai pas ressenties comme méprisantes. Or, elles ont été ressenties comme méprisantes. Et bien, il y a tout un travail à faire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle à quelqu'un, à tort ou à raison, au bout du compte, la phrase est ressentie comme méprisante? Moi, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Quand on va à Montréal, il peut faire -10. Et bien, les filles de la météo, elles disent, le ressenti, c'est -18. Ah ouais, d'accord. Parce que c'est ce qui compte au final. C'est ce qui compte au final. Ouais, c'est le ressenti qui compte au final. C'est ce qu'on fait aussi en France maintenant, la température ressentie. Mais c'est important. Oui, mais il faut le faire aussi pour la vie politique et la vie sociale. Et le ressenti. Et la deuxième partie de la question, celui de regretter d'avoir fait. Oui. Alors je vais vous montrer parce que y en a. Voilà, par exemple, sur le pape Jean-Paul II, quand j'y repense, j'ai fait un dessin hommage à Jean-Paul II quand il est mort. J'ai fait une aquarelle comme ça derrière. Et j'ai fait que des dessins qui critiquent Jean-Paul II. J'ai fait que ça, sauf le jour de sa mort. Très franchement, je ne suis toujours pas d'accord avec les idées de Jean-Paul II, mais non, il méritait mieux. Et alors qu'avec le pape François,
j'arrête pas, ça vient au bout du crayon, je fais des dessins positifs sur le pape François. Alors Benoît XVI, j'ai même eu un procès, parce que Benoît XVI, il a couvert dans l'église allemande les viols dans les diocèses allemands. Et donc du coup, j'ai fait un petit gamin qui se fait machiner par un évêque. Et puis, on allait voter 3 jours après, et donc le petit gamin, il est... Et déjà, il y a Benoît XVI qui est en train de... Voilà. Et le titre du dessin, c'était Le pape proposition. Bon, déjà, un peu casse-gueule. Et le gamin, il dit, quitte à se faire enculer, autant aller voter dimanche. J'ai eu un procès. J'ai été relaxé, hein, mais j'ai eu un procès. Et, bon, bah voilà, j'ai pas été très... Avec le pape François, je suis gentil tout le temps. Et je ne sais pas pourquoi. Et pour revenir à Jean-Paul II, où je regrette de ne pas avoir fait des dessins positifs, quand il a fallu choisir un autre... Du coup, j'ai repris mon flambeau de rigolo, et je fais 2 cardinaux qui disent « Oh, je ne suis pas sûr d'avoir voté pour le bon pape », et l'autre cardinal, il dit « Ah ben, c'est ce que ma femme m'a dit. » Voilà. Mais vous savez, le dessin, il a 30 ans d'avance. Ils vont se marier, hein. Ils vont se marier. Le nombre de... c'est comme Macron, c'est un peu trop tard, hein, parce qu'il ne reste plus grand-chose hein, dans les séminaires. Oui, mais peut-être qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre et ils font un boulot, justement, auprès des gens qui touchent 500 €. Moi, je ne suis pas pratiquant du tout, hein, donc, mais auprès des gens qui sont démunis, ils font un boulot formidable. Moi, je suis croyant, mais non pratiquant. Merci pour cet moi, aveu, je suis agnostique positif, c'est-à-dire que... Non, c'est le contraire, je suis pratiquant, non croyant, pardonne-moi. Ah oui. Pratiquant non croyant? Ah, Oui, d'accord. oui. Ah, je ne connaissais pas, là. J'ai une nouvelle question. Laissez-vous passer vos émotions avant de caricaturer pour ne pas faire un dessin que vous pourriez regretter. Redites-le-moi doucement. Laissez-vous passer vos émotions. Est-ce que vous prenez du recul avant de faire une caricature pour ne pas... C'est un sanguin qui exécute dès le... En fait, je fais gaffe quand même. Parce que d'abord, j'ai beaucoup de respect pour les lecteurs du journal. Et je n'ai pas envie de les heurter pour le plaisir de les heurter. Par contre, leur dire un dessin, hein, quand je vous ai montré tout à l'heure sur la burqa, les gens, ils n'étaient pas d'accord avec moi. Et moi, je ne suis pas payé pour dire que des dessins, en gros, on a les mêmes valeurs. Mais moi, de temps en temps, je ne suis pas... Par exemple, sur le travail du dimanche, et les petits jeunes qui travaillent chez Sephora, moi, je suis pour. J'ai peut-être tort. C'est une prise de position. J'ai le droit de voter à gauche et de penser que je suis content d'avoir des enfants qui, quand ils vont à Londres ou à Paris, aux Champs-Élysées ou à Montréal, ils travaillent le dimanche pour payer leurs études. Moi, ça me... Et quand je dis ça, alors je le fais, le dessin, mais j'en prends plein la gueule. Et des fois, les lecteurs me disent « Oui, mais comment vous pouvez être de gauche ?» Et ben oui, mais je ne dis pas que j'ai raison, je dis que c'est une proposition et que je pense que les jeunes, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hypocrisie, c'est comme pour l'Église, hein. Tout le monde le fait en fait, mais il ne faut pas le dire. Voilà. Hein, c'est pas les inscriptions dans les écoles, il y a beaucoup d'hypocrisie. Peut-être une question un peu globale et qui, après tout ce que tu as dit, même de Hollywood d'ailleurs, est-ce que tu te considères ou est-ce que tu penses que tu fais partie des lanceurs d'alerte? Autant le recteur de la mosquée, c'est quand même une figure importante, et je me rends compte qu'il a averti Pasqua, il a averti Chirac, il a averti Giscard, il a averti Sarko, Hollande, Macron. Lui, c'est un vrai lanceur d'alerte. Moi, je fais des dessins. Parce que quand je dessine, on vient de célébrer les 1 an de Johnny Hallyday. Bon, je ne suis pas lanceur d'alerte, là, je fais une émotion. Là, on parlait de l'émotion. Là, j'ai envie de montrer une émotion. Voilà. Le monde est lu par les personnalités politiques. Hein, bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais lanceur, bah, par exemple, quand dans le bouquin, justement, je montre un dessinateur hollandais, là, je me dis, il faut le dire, il faut raconter. Sur le doute. D'ailleurs, en passant, je vous le dis, il y a un musée du doute à Blois. Il faut y aller. À Blois, il y a un musée du doute. Il y a des beaux des articles à faire sur le musée du doute. Le doute, ça fait partie de notre culture. Liberté, égalité, fraternité, d'accord, mais aussi le doute. Voilà, on pourrait rajouter le doute. Il s'appelle Dianco et il est hollandais. Eh bien, ce dessin qui est gentil
sur le doute, avec le gars en bas qui dit « alors ?» et le gars qui est en haut dans les nuages. Mais je trouve ça génial. Eh bien, ce dessin, quand on veut le montrer dans des expos, Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, dans toute la Méditerranée, ben, je vous le dis, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, il y a des pays où on me dit « ouais, il est très bien ce dessin, mais on ne le mettra pas, parce que chez nous, le doute est interdit. » Et on ne me disait pas ça il y a 10 ans. Et maintenant, on ose me dire des choses comme ça. Et moi, je ne lâche pas. Hein. Ce dessin-là, il est gentil. Parce que je peux entendre, quand je vous dis, il faut entendre la culture des gens. Mais il ne faut pas exagérer. Le doute, il faut partager. Et le recteur de la mosquée est un fou du doute. Et d'ailleurs, il me dit un truc incroyable. Voilà. Je vous le dis, le scoop du bouquin. Il me dit d'ailleurs Dieu. Moi, je ne sais pas comment il est. Je ne sais pas si c'est un cercle ou un cube. Mais moi, ça me parle, moi, quand on me parle comme ça. Moi, j'ai connu l'abbé Pierre, j'ai failli me convertir. Mais là, quand je l'entends comme ça, je me dis, mais ça me plaît, là, quand on me parle comme ça. Voilà. C'est peut-être un cube. Et d'ailleurs, ça me rappelle 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous vous souvenez de Kubrick? Et en fait, c'est pas un cube, mais c'est un parallélépipède. Et je me dis, voilà, bienvenue au club, parlons-en. Moi, le doute, moi, je suis pour. Hein. Certainement la question de fin. Si vous deviez dessiner ce moment d'échange au Presse Club, comment le représenteriez-vous? Ah bah, j'ai pas prévu celle-là. Bah voilà, comme ça. Le doute, voilà. Je pensais pas que... Voilà. Et le doute, c'est dépasser la petite bulle. Parce que, en fait, mon boulot, c'est à la fois de respecter la petite bulle et de respecter les frontières, mais à la fois pour dire... Et mieux répondre à votre question, c'est dépasser les frontières. C'est-à-dire que moi, je flirte avec qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Et d'ailleurs, dans les écoles, il y a des gamins qui me disent « Ah oui, mais vous faites de l'autocensure, monsieur, vous ne vous permettez pas tout. » Je dis « Mais attends, tout à l'heure, toi, avec la prof, tu as dit « Ça se fait pas, madame, ça se fait pas, madame. » Ben, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Et moi, ça me... Voilà. Et donc, dans cette petite bulle, eh ben, le doute, il est là-dedans, mais à la fois, il dépasse. Et moi, mon boulot, c'est à la fois de dépasser toutes les formes de frontières, tout en étant à l'écoute de la culture des autres. Merci pour cet exercice tout à fait constructif et salutaire, parce qu'effectivement, la synthèse du dessin permet d'avoir une espèce de ferment pour une réflexion, parce qu'on peut se l'approprier et puis après le laisser grandir dans notre imaginaire. Donc c'est un exercice utile. Et merci pour votre invitation. Merci beaucoup en tout cas. Vraiment. Merci. Merci au Presse Club.